Il ne s'agit pas d'un enfant perdu dans la jungle mais d'un enfant enfermé dès l'enfance dans un poulailler pendant 8 ans, sans interaction humaine. À la fin des années 1790, au cœur de la région de l'Aveyron en France, des villageois commencent à rapporter des observations étranges. Un jeune garçon, nu, fuyant les humains et se déplaçant avec l'agilité d'un animal, erre dans les forêts. Il semble totalement livré à lui-même. Il est finalement capturé en 1797 mais parvient à s'échapper. Ce n'est qu'en 1800 qu'il est appréhendé définitivement alors qu'il sort de la forêt, épuisé, semblant volontairement se rendre aux humains. Il est emmené à Rodez, puis à Paris. Le garçon ne parle pas. Il ne semble reconnaître ni autorité ni langage, et ne répond pas à la plupart des stimuli sociaux ou émotionnels. Son apparence est négligée, ses ongles sont longs et sales, son corps couvert de cicatrices, et son comportement rappelle celui d'un animal farouche. Il est baptisé Victor, bien qu'on ne sache toujours rien de ses origines réelles. Il aurait environ 12 ans. L'affaire attire l'attention de la communauté scientifique et intellectuelle. En pleine époque des Lumières, ce cas est vu comme une occasion unique d'observer ce qu'un humain devient sans culture, sans éducation, sans société. C'est un test vivant des idées de Jean-Jacques Rousseau sur l'homme naturel. Victor est confié à Jean Itard, un jeune médecin passionné par la pédagogie et convaincu qu'il peut ramener Victor à la civilisation. Itard développe un programme éducatif très structuré, basé sur les sens, l'attention et la répétition. Il pense qu'il pourra apprendre à Victor à parler, à ressentir de l'empathie, à comprendre le monde social. Mais les progrès sont limités. Victor n'acquiert jamais véritablement la parole. Il apprend à reconnaître certains mots, à faire quelques gestes, à exprimer des émotions simples, mais il reste profondément marqué par ces années d'isolement. Itard note néanmoins des signes de sensibilité et d'attachement. Victor pleure parfois quand quelqu'un le gronde, ou montre de la joie lorsqu'il réussit une tâche. La nature exacte de son passé reste inconnue. Il est possible que Victor ait été abandonné en bas âge à cause de troubles du développement. Certains chercheurs pensent aujourd'hui à une forme d'autisme. Il aurait ensuite survécu seul en forêt pendant plusieurs années, ce qui expliquerait son comportement semi-animal. Victor meurt en 1828, après une vie passée dans des institutions. Son cas continue de faire débat. Était-il un enfant sauvage élevé par la nature, ou simplement un enfant handicapé abandonné, traumatisé par des années de négligence et de privation? Quoi qu'il en soit, Victor est devenu un symbole dans les discussions sur le rôle de la société dans le développement humain, sur l'acquisition du langage, et sur la frontière entre l'humanité et l'animalité. Son histoire a inspiré de nombreux livres, essais et même un film, L'enfant sauvage de François Truffaut, 1970, où le réalisateur joue lui-même le rôle du docteur Itard. Le 26 mai 1828, sur la place de Nuremberg, en Allemagne, un adolescent d'environ 16 ans apparaît, vêtu de vêtements grossiers, tenant à la main une lettre anonyme. Il semble totalement désorienté. Il ne parle que quelques mots, répète inlassablement « Je veux être un cavalier comme mon père était ». Il ne sait ni où il est, ni comment il est arrivé là. Il se déplace avec maladresse, marche comme un enfant, ne connaît rien du monde extérieur, et montre une ignorance totale de choses élémentaires comme le feu ou les miroirs. Très vite, la population est fascinée. Qui est cet adolescent qui semble avoir été coupé du monde depuis sa naissance? Que cache sa lettre? Celle-ci prétend avoir été écrite par l'homme qui l'a élevé, et affirme que Caspar n'a jamais vu le monde extérieur, qu'il a toujours vécu dans un trou sombre, et qu'on lui a appris uniquement à lire un peu, à écrire son nom et à marcher. Au fil des semaines, Caspar apprend à parler davantage et commence à raconter son histoire. Il aurait passé toute sa vie enfermé dans une cellule obscure, sans contact humain direct, recevant uniquement de la nourriture, un jouet et un cheval en bois. Il dit qu'un jour, un homme masqué l'aurait emmené à Nuremberg puis abandonné. Ce récit stupéfiant attire l'attention des intellectuels et du public. Certains le considèrent comme un enfant sauvage moderne, d'autres soupçonnent une origine noble cachée, allant jusqu'à affirmer qu'il serait l'héritier illégitime de la maison princière de Bade, écarté pour des raisons politiques.
Le mystère devient affaire d'État. Caspar est placé dans différentes familles et sous la tutelle de plusieurs éducateurs. Il montre des progrès remarquables, il apprend rapidement à lire, écrire, dessiner. Il possède une grande mémoire visuelle, mais reste instable émotionnellement, parfois paranoïaque et difficile à gérer. Il est blessé à plusieurs reprises dans des circonstances étranges, il affirme qu'on tente de l'assassiner pour le faire taire. En 1833, à l'âge de 21 ans, il meurt dans des conditions mystérieuses, poignardé dans un jardin. Avant de succomber, il raconte avoir été attaqué par un inconnu. Certains pensent à un suicide, d'autres y voient la preuve qu'on cherchait vraiment à l'éliminer pour étouffer une vérité gênante. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui était vraiment Caspar Hauser. De nombreuses hypothèses ont été avancées. Fils d'un prince enfermé dès l'enfance pour des raisons dynastiques. Victime d'un abus psychologique prolongé. Imposteur génial, ayant monté toute cette histoire pour attirer l'attention, certains contemporains le pensaient manipulateur. Individu souffrant de troubles psychiques ou d'un traumatisme sévère. Des analyses ADN ont été effectuées en 2002, comparant ces restes à ceux de la maison de Bade. Résultat, non concluant, et le mystère reste entier. Caspar Hauser n'est pas un « enfant sauvage » au sens strict, il n'a pas été élevé par des animaux ni dans la nature, mais il est devenu un symbole de l'isolement extrême, de la privation sociale et de la quête identitaire. Son histoire continue d'alimenter romans, films, théories conspirationnistes et recherches historiques. C'est aussi une illustration troublante de ce qui arrive quand un être humain est privé de tout contact avec autrui pendant une période critique de son développement. En 1991, dans un village rural du sud de l'Ukraine, les autorités découvrent une fillette de 7 ou 8 ans dans un état qui choque les intervenants. Elle vit dans la niche d'un chenil derrière une maison délabrée. Elle est nue, sale, marche à 4 pattes, grogne, aboie, et réagit davantage comme un chien que comme un être humain. Cet enfant s'appelle Oksana Maleya. Elle a été abandonnée dès l'âge de 3 ans par ses parents alcooliques, qui vivaient dans une extrême pauvreté. N'ayant personne pour s'occuper d'elle, elle aurait trouvé refuge dans la cour des chiens de garde de la famille. Là, selon les témoignages, elle aurait partagé leur nourriture, leur abri, et surtout leur compagnie et leur comportement, durant plus de 5 années. Quand les autorités l'ont découverte, Oksana ne parlait pas. Elle aboyait pour communiquer, buvait comme les chiens, flairait les gens au lieu de les regarder, et se montrait hyperactive et méfiante. Son comportement était jugé, animalisé, dans un sens quasi littéral. Les chiens l'auraient acceptée comme membre de la meute, ce qui explique en partie son adaptation. Placée dans un internat pour enfants présentant des troubles mentaux, Oksana commence un long processus de réhabilitation. Les médecins notent qu'elle n'est pas atteinte de déficience intellectuelle profonde, elle a surtout été gravement déprivée socialement à un âge critique. Avec du temps, elle apprend à parler, à marcher correctement, à se vêtir et à interagir avec les humains. Mais les séquelles sont lourdes. Malgré les progrès, elle continue à adopter des postures canines sous stress, à grogner involontairement, et elle semble avoir du mal à établir des relations émotionnelles profondes avec les autres. On dit qu'elle comprend bien le langage humain mais qu'elle ne l'utilise pas de manière fluide. Son développement émotionnel reste limité à celui d'un enfant beaucoup plus jeune. À l'âge adulte, Oksana travaille dans une ferme vétérinaire, où elle s'occupe ironie cruelle de chiens. Elle vit dans un centre spécialisé et continue à recevoir un accompagnement encadré. Lors de rares interviews télévisées, elle affirme qu'elle ne comprend pas entièrement ce qui lui est arrivé, mais qu'elle regrette de ne pas être normale. Ce cas, largement documenté par des psychologues, journalistes et chercheurs en développement humain, est souvent cité dans les débats sur l'importance de l'interaction humaine dans les premières années de vie, les effets irréversibles de privation sociale précoce, la malléabilité du comportement humain en fonction de l'environnement. Oksana n'est pas un cas mythique ou ancien, c'est un exemple contemporain, filmé, observable, d'un enfant dont l'humanité a été en grande partie façonnée par des animaux, simplement parce que les humains l'avaient abandonnée. Elle incarne une réalité brutale, si on prive un enfant de culture, d'attention et de langage, ce qu'il devient n'est pas un monstre, mais un miroir de l'environnement qu'on lui a imposé.
Imagine une fillette de 4 ou 5 ans, jouant dans le jardin familial, quelque part en Colombie. Une seconde d'inattention. Des silhouettes surgissent. Elle est kidnappée. Pas pour une rançon. Pas pour être vendue. Juste enlevée. Ce qui se passe ensuite est presque incroyable. Selon son propre témoignage, Marina se serait réveillée dans la jungle. Seule. Apeurée. Affamée. Ses ravisseurs l'avaient abandonnée là, sans un mot, au milieu d'un environnement hostile. Pas de route. Pas de village. Juste la forêt. Et les singes. Elle raconte qu'elle a survécu en observant une troupe de singes capucins. Au départ, ils la fuient. Puis ils la tolèrent. Finalement, ils l'acceptent. C'est en les imitant qu'elle apprend à chercher de la nourriture, grimper aux arbres, éviter les dangers. Ils lui enseignent, par exemple, comment frotter des pommes de terre sur le sol pour enlever la peau avant de les manger. Elle boit l'eau des feuillages, dort dans les branches, et perd peu à peu sa manière humaine d'exister. Elle dit avoir vécu plusieurs années ainsi. Sans langage. Sans outils. Sans miroir. Juste l'instinct, le mimétisme et le silence de la jungle. Un jour, elle aurait été retrouvée par des chasseurs. Plutôt que de la ramener à la civilisation, ils l'auraient vendue à un bordel. Oui, on entre ici dans une seconde vie tout aussi sordide. Marina s'enfuit. Elle vit dans la rue, mendie, vole pour survivre. Finalement, une femme la prend sous son aile et l'aide à reconstruire sa vie. Elle devient domestique, travaille dur, puis, à travers un concours de circonstances, finit par immigrer au Royaume-Uni, où elle se marie, fonde une famille et vit aujourd'hui dans le Yorkshire. Elle a raconté toute cette histoire dans un livre, La fille sans nom, coécrit avec sa fille. Bien sûr, beaucoup ont douté. Aucune preuve directe. Aucun témoin de la jungle. Et pourtant, chaque fois qu'elle parle de cette période, quelque chose dans son regard, dans les détails qu'elle donne, sonne étrangement juste. Des spécialistes du développement humain et du comportement animal ont examiné son cas. Ils notent que certaines de ses descriptions des capucins sont très précises, et qu'il serait difficile d'inventer ce genre de choses sans les avoir vécues de près. D'autres soulignent que la mémoire humaine est malléable, que les traumatismes profonds peuvent produire des reconstructions fictionnalisées. Alors, vérité ou mythe personnel? C'est difficile à dire. Mais dans un monde où tant d'enfants sont oubliés, vendus, abandonnés, l'histoire de Marina, qu'elle soit parfaitement exacte ou partiellement embellie, reste une parabole puissante sur la résilience, l'adaptation, et la possibilité de renaître après l'oubli. Elle dit aujourd'hui qu'elle doit sa survie aux singes. Non pas parce qu'ils l'ont nourrie comme une mère le ferait, mais parce qu'ils ne l'ont pas rejetée. Dans un monde qui l'avait abandonnée, eux l'ont laissé exister. Son vrai nom n'est pas Jenny. Ce surnom lui a été donné par les chercheurs qui l'ont prise en charge, car elle semblait sortir d'une bouteille, d'un isolement si extrême qu'il paraissait irréel. Elle est l'un des cas les plus tragiques et les plus étudiés de privation sociale et linguistique sévère du XXe siècle. Jenny est née en 1957 en Californie. Dès sa naissance, son père pense qu'elle est déficiente mentale. Convaincu qu'elle ne pourra jamais vivre normalement, il prend une décision monstrueuse, il l'enferme, littéralement, dans une chambre obscure, dès l'âge de 20 mois. Pendant près de 13 ans, Jenny vivra attachée à un pot ou à un berceau, incapable de bouger librement. Elle n'a droit à aucun contact social, pas de jeu, pas d'interaction, pas de langage. Si elle fait du bruit, son père la frappe. La mère, elle-même maltraitée et en partie aveugle, est incapable de s'opposer. Quand les autorités la découvrent en 1970, à l'âge de 13 ans, Jenny ne parle pas. Elle ne sait que quelques mots rudimentaires. Elle ne comprend pas les relations sociales. Elle marche maladroitement, mâche mal, évite le regard des autres. Son apparence physique est celle d'une enfant beaucoup plus jeune. Le choc est immense. Elle devient rapidement un cas d'étude pour les chercheurs en psychologie, neurologie, linguistique et éducation.
Les premiers mois d'observation donnent de l'espoir, Jenny apprend rapidement des mots, des gestes, des concepts. Elle est curieuse, expressive, mais son langage reste rudimentaire. Elle n'acquiert jamais une syntaxe normale. Elle peut nommer des choses, mais pas structurer une phrase. Elle comprend des relations simples, mais ne développe jamais la fluidité d'un langage adulte. Les chercheurs en déduisent que Jenny avait dépassé la période critique pour l'acquisition du langage, ce moment unique dans le développement de l'enfant où le cerveau est naturellement prêt à intégrer la grammaire, les structures syntaxiques, les nuances. Après cette période, le cerveau peut encore apprendre, mais plus de manière native. Mais l'histoire bascule. Après quelques années de recherches intensives, et parfois intrusives, Jenny est retirée des mains des scientifiques, qui sont accusés de négligence. Son cas devient un champ de bataille éthique entre médecine, famille d'accueil, institutions. Elle est baladée de foyer en foyer, souvent maltraitée, parfois placée dans des hôpitaux psychiatriques. Les progrès qu'elle avait faits se dégradent. Aujourd'hui, Jenny est toujours vivante. Elle vit dans une résidence médicalisée en Californie, protégée de la médiatisation. On sait peu de choses sur elle, mais elle aurait perdu la plupart de ses compétences verbales. Elle vit dans un silence qu'on lui a imposé dès la naissance. Jenny n'était ni sauvage ni handicapée. Elle était une enfant normale, enfermée par un père paranoïaque dans une cage invisible. Ce qu'elle aurait pu devenir, on ne le saura jamais. Et c'est peut-être la partie la plus douloureuse de cette histoire. En 1920, un missionnaire chrétien du nom de Joseph Singh, directeur d'un orphelinat en Inde coloniale, affirme avoir fait une découverte stupéfiante, 2 fillettes, apparemment âgées de 1,5 et 8 ans, vivant dans une tanière de loups près de Midnapore, au Bengale. Selon Singh, elles ne se comportaient pas comme des enfants humains, mais comme de véritables loups. D'après son récit, elles marchaient à 4 pattes, grognaient, fuyaient la lumière, avaient une vision nocturne exceptionnelle et ne supportaient pas les vêtements. Il prétend que les loups les avaient acceptées comme membres de la meute, et qu'elles se nourrissaient de viande crue. Singh les aurait observées pendant plusieurs nuits avant d'organiser leur capture avec l'aide de villageois. Les enfants sont nommés Amala, la plus jeune, et Kamala, la plus âgée, puis placés dans l'orphelinat. Singh documente leur comportement sur plusieurs mois, elles dorment roulées en boule, hurlent à la lune, ne montrent aucun attachement humain. Il tente de les rééduquer. Amala meurt moins d'1 an plus tard d'une maladie. Kamala vit encore quelques années, apprenant à marcher debout et à utiliser quelques mots avant de mourir en 1929. Le récit fait rapidement le tour du monde. Il fascine. Il alimente les débats sur la nature humaine, la sauvagerie, l'instinct, le langage. Mais très vite, des voix critiques s'élèvent. Des anthropologues, linguistes et historiens commencent à examiner le dossier de plus près, et plusieurs problèmes majeurs apparaissent. Toutes les informations proviennent d'un seul homme, Singh lui-même. Aucun témoin indépendant ne confirme ces dires, ni l'observation dans la tanière, ni les comportements décrits. Aucune preuve photographique contemporaine n'existe montrant les filles dans un état sauvage. Les seules photos connues montrent Kamala debout, dans un environnement civilisé. Les enfants auraient pu être atteints de troubles neurodéveloppement sévères, comme des formes profondes d'autisme ou de retard mental, ce qui expliquerait les comportements animaux. Singh, en tant que missionnaire, aurait pu avoir un intérêt à exagérer ou inventer cette histoire, l'orphelinat manquait de fonds, et une telle découverte attirait des dons internationaux. Des erreurs factuelles dans son journal, écrit après les faits, rendent le récit encore plus douteux. Aujourd'hui, la majorité des chercheurs considèrent l'histoire d'Amala et Kamala comme probablement fabriquée ou profondément altérée. Le récit entre dans la tradition coloniale des « curiosités humaines », où l'Orient était vu comme le lieu de tous les excès, y compris celui d'enfants vivant parmi les bêtes. Mais il est important de noter que, mythe ou pas, des enfants avec des troubles profonds ont bien été institutionnalisés en Inde à l'époque, souvent sans diagnostic, sans soins, et sans espoir d'inclusion. Il est donc possible que Singh ait simplement mal interprété des signes de déficience comme de la sauvagerie, ce qui en dit plus sur le regard colonial que sur les enfants elles-mêmes. En fin de compte,
Le cas d'Amala et Kamala est devenu un exemple classique de la manière dont un récit fascinant, mal vérifié, peut s'inscrire dans l'imaginaire collectif. Quelque part en Ouganda, à la fin des années 1980 ou au tout début des années 1990, un petit garçon d'environ 3 ans disparaît dans la brousse après un drame familial. Selon les témoignages ultérieurs, il aurait vu son père tuer sa mère, puis aurait fui dans la forêt pour sauver sa vie. Pendant des années, personne ne sait ce qu'il est devenu. Puis, un jour, une femme du village de Bombo s'aventure dans la jungle pour chercher du bois. Là, elle croit voir un groupe de singes vervets. Mais au milieu d'eux, un être différent attire son regard, un enfant nu, accroupi comme eux, mangeant comme eux, se déplaçant comme eux. Le choc est immense. Les villageois organisent une expédition pour le capturer. Ce n'est pas facile. L'enfant court, grimpe, hurle. Selon certains récits, les singes l'auraient défendu, lançant des pierres, criant, essayant de le garder dans la troupe. Mais il est finalement attrapé et ramené au village. On l'identifie plus tard comme John Sebunya. Les villageois constatent vite qu'il ne parle pas. Il crache, grogne, fuit les humains. Il dort accroupi dans un coin, boit de l'eau comme un animal, et refuse les aliments préparés. On pense d'abord qu'il est mentalement déficient. Mais peu à peu, une autre vérité se dessine, il est un enfant humain normal, qui a survécu sans contact humain pendant des années, vraisemblablement avec l'aide d'animaux. Il est confié à un orphelinat chrétien où il commence lentement une réadaptation. Il apprend à parler, à marcher correctement, à s'habiller. Les progrès sont impressionnants, et John finit par mener une vie relativement stable. Il rejoindra même plus tard un chœur musical et chantera dans des tournées internationales avec d'autres enfants. Des documentaires sont réalisés sur lui, notamment par la BBC. Les scientifiques, les journalistes et les éducateurs se passionnent pour son cas. A-t-il réellement été élevé par des singes? A-t-il simplement survécu seul, en les observant? Impossible à dire avec certitude. Mais une chose est sûre, il a vécu hors du monde humain pendant une période critique de son enfance et il en est revenu. John Sebunya représente une rare victoire dans ce type d'histoire. Contrairement à d'autres enfants sauvages, il a pu réintégrer la société, parler, chanter, témoigner. Son passé est flou, les récits parfois enjolivés, mais la base est authentifiée, il a vécu seul, ou presque, très jeune, dans la forêt, et a survécu en s'adaptant au monde animal. En 1996, un enfant est découvert dans l'état de Kano, au nord du Nigeria. Il s'agit d'un garçon d'environ 2 ans, retrouvé vivant parmi une troupe de chimpanzés dans la savane. L'enfant est immédiatement pris en charge par les autorités locales, puis transféré dans un foyer spécialisé pour enfants handicapés à Kaduna. Les rapports médicaux indiquent que Bello souffrait de troubles mentaux et moteurs congénitaux, possiblement une forme de paralysie cérébrale. Il présentait de graves retards de développement. On suppose que ses parents, ne sachant pas comment s'occuper de lui ou pensant qu'il était « maudit », l'ont abandonné dans la forêt peu après sa naissance. Il aurait survécu pendant plusieurs mois, peut-être plus d'1 an, dans la nature, entouré de chimpanzés. Lorsque les secours l'ont trouvé, Bello marchait à 4 pattes, se déplaçait en sautant comme un singe, et produisait des cris gutturaux plutôt que des mots. Il semblait avoir adopté des comportements propres aux primates, balancement, posture accroupie, et réaction animale à la peur ou à la surprise. Une fois pris en charge par le personnel du centre, Bello n'a jamais développé de langage verbal. Il avait des interactions sociales limitées avec les humains, et des comportements parfois violents. Il courait souvent à 4 pattes, détruisait des objets, et imitait des sons ou des gestes typiques des chimpanzés. Les soignants rapportent qu'il dormait roulé en boule, déchirait ses vêtements et refusait parfois la nourriture servie normalement, préférant manger directement avec les mains, sans couvert. Il est resté au centre pendant plusieurs années. Malgré les efforts d'encadrement, son état général n'a jamais beaucoup évolué. Il est décédé en 2005, à l'âge d'environ 10 ans. Il existe peu de documents ou de photos fiables sur son cas.
L'histoire de Bello repose en grande partie sur les témoignages du personnel du centre où il a été recueilli. Certains détails ont pu être exagérés ou embellis avec le temps, mais l'existence de l'enfant et de ses troubles est bien confirmée. Le fait qu'il ait vécu un certain temps en liberté, parmi des chimpanzés, semble avéré. L'histoire de Sidi Mohamed remonte aux années 1960, dans une région rurale du sud du Maroc. Elle a été rapportée de façon fragmentaire par des médecins français et marocains, mais reste peu connue du grand public. Elle fait partie des rares cas africains d'enfants élevés sans contact humain direct pendant plusieurs années. Sidi Mohamed aurait été abandonné ou perdu très jeune, vers l'âge de 4 ou 5 ans, dans une zone de pâturage semi-désertique. Il aurait survécu en rejoignant un troupeau de moutons. Lorsqu'il a été découvert, à l'âge d'environ 12 ans, il vivait au milieu du troupeau, se nourrissait comme les animaux, dormait à même le sol, et imitait certains de leurs comportements. Les bergers locaux disent l'avoir vu plusieurs fois de loin avant de réaliser qu'il s'agissait d'un être humain. Il courait sur 2 jambes, mais adoptait souvent des postures accroupies. Il ne portait pas de vêtements et semblait éviter tout contact avec les humains. Il était extrêmement méfiant et fuyait dès qu'il voyait quelqu'un approcher. À sa capture, il ne parlait pas et montrait une aversion nette pour l'interaction humaine. Il grognait, crachait, et semblait désorienté en dehors du troupeau. Son alimentation était rudimentaire, il broutait de l'herbe, buvait de l'eau dans les abreuvoirs et semblait avoir développé une tolérance aux conditions climatiques extrêmes. Une fois placé dans un centre médical, Sidi Mohamed a reçu des soins, mais son développement cognitif était très limité. Les médecins ont noté un retard mental modéré à sévère, mais sans pathologie organique apparente. Il ne présentait aucun signe de surdité ou de cécité, mais ne comprenait pas les mots qu'on lui adressait. Des tentatives d'apprentissage ont été entreprises, mais il ne parlait pas, même après plusieurs mois. Il reconnaissait certains objets, mais ne montrait pas de conscience symbolique. Il refusait de dormir dans un lit et s'enroulait souvent dans un coin pour dormir au sol, comme il le faisait au milieu du troupeau. On ne connaît pas avec précision ce qu'il est devenu après cette période. Il aurait été placé dans une institution spécialisée, mais aucun suivi officiel n'a été publié par la suite. Son cas est mentionné dans certaines études sur les enfants privés de socialisation précoce, mais sans documentation détaillée. Ce cas est souvent cité comme exemple d'enfants vivant avec des animaux dans un cadre rural, avec très peu de contact humain, mais il ne s'agit pas d'un cas spectaculaire ou mystique, juste celui d'un garçon oublié, qui a survécu comme il a pu, au milieu d'un troupeau de moutons. C'est dans une région montagneuse et isolée du Pérou qu'un enfant a été découvert au début des années 1990, vivant dans les hauteurs avec un troupeau de chèvres. L'histoire a été rapportée par des missionnaires et des travailleurs sociaux ayant visité une zone rurale difficile d'accès, non loin d'Ayacucho. L'enfant avait environ 6 à 8 ans au moment de sa découverte. Il ne parlait pas, ne semblait pas comprendre les ordres, et ne répondait pas au contact humain. Il marchait à 4 pattes la plupart du temps, ou avançait accroupi, à l'aise dans les rochers et les sentiers escarpés. Il dormait à même le sol, roulé contre les chèvres. Il mangeait du fourrage, du maïs tombé au sol, et buvait directement le lait des chèvres, qu'il suçait à la source, comme un chevreau. Les gens du village en contrebas savaient qu'il y avait un petit garçon des chèvres, dans les hauteurs, mais personne ne savait d'où il venait. Certains pensaient qu'il avait été abandonné très jeune par une famille trop pauvre pour le nourrir. D'autres disaient qu'il s'était perdu et qu'aucun adulte ne l'avait réclamé. Le troupeau avec lequel il vivait n'était pas complètement sauvage, il appartenait à un vieil homme décédé quelques années plus tôt. Après sa mort, les chèvres ont été laissées à elles-mêmes, errant dans la montagne. L'enfant aurait survécu en les suivant, se mêlant à elles sans qu'elles ne le rejettent. Quand des travailleurs humanitaires ont tenté de l'emmener, il s'est débattu, a crié, et a essayé de fuir. Il a fallu plusieurs personnes pour le retenir. Il a été transporté dans un centre médical de la région, puis transféré à Lima pour des examens. Les médecins ont constaté qu'il était très maigre, présentait des signes de rachitisme et avait une motricité altérée. Il ne parlait pas.
Aucun trouble génétique ou cérébral n'a été diagnostiqué. Il passait le plus clair de son temps recroquevillé, refusait les couverts, et s'agitait fortement lorsqu'on tentait de l'habiller. Il ne tolérait pas les draps, ne dormait pas dans un lit, et refusait les aliments transformés. Il reconnaissait toutefois les chèvres montrées sur des photos ou à la télévision, et s'animait en leur présence. L'enfant n'a jamais été identifié. Aucune famille ne s'est manifestée. Il a été nommé Daniel par le personnel du centre, en hommage à une figure biblique connue pour avoir vécu parmi les bêtes. On ignore ce qu'il est devenu par la suite. Les dernières mentions indiquent qu'il aurait été confié à un centre religieux dans la région de Cusco, dans un environnement rural où il pouvait vivre plus librement, sans contrainte excessive. Ce n'était pas un enfant sauvage au sens spectaculaire du terme. C'était un enfant invisible, glissé entre les failles d'un monde trop éloigné, qui a simplement trouvé refuge là où les autres ne regardaient pas, auprès des chèvres, dans le silence des montagnes. En 2005, à Plant City, en Floride, un appel anonyme est reçu par les services de protection de l'enfance. On leur signale qu'une petite fille serait enfermée dans une maison en très mauvais état, sans soins ni supervision. Quand les policiers arrivent sur place, ils découvrent une scène qu'ils décriront plus tard comme l'une des plus choquantes de leur carrière. Dans une chambre sombre, infestée d'insectes, avec des excréments sur le sol et une odeur insoutenable, se trouve une fillette nue, recroquevillée au sol. Elle ne parle pas. Elle ne regarde personne dans les yeux. Elle ne réagit pas aux questions. Elle ne semble pas comprendre ce qu'est une personne. Elle s'appelle Danielle Crockett. Elle a 7 ans. Son poids correspond à celui d'un enfant de 3 ans. Son développement global, physique, cognitif, affectif, est gravement retardé. Les médecins concluront qu'elle a été privée de toute stimulation sociale, verbale et affective pendant presque toute son enfance. Sa mère, qui vivait seule avec elle, affirme qu'elle a fait de son mieux, mais les services sociaux estiment que Danielle a été laissée seule pendant des années, sans contact, sans jeu, sans conversation, sans aucune scolarisation. Elle n'avait jamais vu un médecin. Elle ne savait pas marcher correctement, ne savait pas utiliser les toilettes, et n'avait jamais été à l'extérieur de la maison. Placée immédiatement dans une famille d'accueil, Danielle commence une prise en charge intensive. Elle apprend à manger seule, à marcher sans tomber, à dormir dans un lit. Mais elle ne développe pas le langage. Elle ne prononce pas de mots. Elle reconnaît certaines personnes avec le temps, mais son contact visuel reste rare. Elle ne rit pas. Elle ne joue pas. À 10 ans, son développement mental est encore celui d'un enfant en bas âge. Elle est ensuite adoptée par une famille, les Liro, qui décide de lui offrir une vie aussi stable que possible. Il la renomme Dani Liro et s'occupe d'elle avec patience, mais la progression est lente. Même dans un cadre sécurisé, Dani ne développe jamais le langage parlé. Elle reste dans un état de dépendance profonde, avec une forme sévère de mutisme sélectif ou de détachement émotionnel. Son histoire a été racontée dans un reportage marquant du Tampa Bay Times, puis dans un livre intitulé La femme à la fenêtre. Les photos de la pièce où elle vivait, diffusées à l'époque, ont marqué durablement les esprits, une chambre sordide, fermée, sans jouets, sans lumière, sans signe de vie. Aujourd'hui, Dani vit dans une structure spécialisée. Elle est prise en charge, protégée, mais reste non-verbale. Elle ne communique que par gestes simples. Son ancien père adoptif a déclaré que ce qu'elle avait vécu avait interrompu définitivement son développement émotionnel, et que la lumière ne s'est jamais vraiment allumée. Le cas d'Anna est l'un des premiers documentés de manière clinique par des chercheurs en psychologie du développement. Il remonte aux années 1930, en Pennsylvanie, États-Unis, et est souvent cité dans les études sur les effets de la privation sociale extrême chez les enfants. Anna est née en 1932, fille illégitime d'une mère célibataire qui vivait chez son propre père, le grand-père d'Anna. Ce dernier, en colère contre la naissance d'un enfant hors mariage, aurait imposé une solution radicale, Anna devait être cachée. La mère, incapable de s'opposer à son père, a enfermé Anna dans une petite pièce du grenier.
Elle y est restée seule pendant plus de 5 ans, sans contact avec d'autres enfants, sans interaction sociale et dans des conditions de dénuement presque total. Elle était nourrie au strict minimum, parfois à base de lait, de céréales ou d'eau. Elle ne recevait aucune éducation, aucune attention verbale ou affective. Elle ne jouait pas, ne sortait pas, et ne voyait quasiment jamais la lumière du jour. Ce n'est qu'à l'âge de 5 ans et demi qu'elle est découverte par les services sociaux. Elle ne savait pas parler. Elle ne pouvait pas marcher correctement. Elle ne semblait pas comprendre les interactions humaines. À son arrivée, elle pesait autant qu'un enfant de 2 ans. Elle est alors confiée à un hôpital pour enfants déficients, où commence une tentative de réhabilitation. Les soignants notent rapidement qu'Anna n'était pas déficiente intellectuelle de naissance, son état était la conséquence directe de l'isolement prolongé. Elle commence à apprendre à marcher, à utiliser des objets simples, et à réagir à des sons ou à des gestes. Mais ses progrès restent très lents. Elle parvient à reconnaître des mots et à utiliser quelques phrases rudimentaires, mais son langage reste limité. Elle développe des réponses affectives aux personnes qui s'occupent d'elle, mais montre une forte anxiété face aux inconnus. Anna meurt à l'âge de 10 ans, probablement des suites de son état physique affaibli. Son cas est documenté en détail par le sociologue Kingsley Davis, qui en fait une étude marquante sur les conséquences de la privation sociale chez l'enfant. L'analyse souligne que la période critique du développement, notamment pour le langage et les fonctions cognitives de base, avait été en grande partie dépassée au moment de sa prise en charge. Contrairement à d'autres cas d'enfants sauvages élevés dans la nature, Anna avait été enfermée par des humains, dans une maison, dans un pays développé, dans une époque moderne. C'est ce contraste entre l'environnement socialement normal et l'abandon absolu qui rend son cas particulièrement marquant. Le cas d'Isabelle est découvert en 1938 aux États-Unis, à une époque où les chercheurs commencent à documenter de manière plus systématique les effets de la privation sociale chez l'enfant. L'histoire se déroule dans l'Ohio et partage plusieurs similitudes avec celle d'Anna, bien qu'elle se termine de façon moins tragique. Isabelle est née hors mariage. Sa mère, sourde-muette depuis la naissance, est elle-même isolée socialement et dépend de sa famille pour survivre. Honteux de cette situation, les grands-parents d'Isabelle décident de cacher la fillette. Dès sa naissance, elle est enfermée avec sa mère dans une pièce sombre et fermée, sans contact avec le monde extérieur. La mère, incapable de parler, communique uniquement par gestes très limités. Isabelle grandit ainsi sans langage parlé, sans contact avec d'autres enfants, sans éducation et sans exposition au monde extérieur. Elle vit dans cette situation jusqu'à l'âge de 6 ans, moment où l'état de santé de sa mère pousse les autorités à intervenir. Lorsqu'elle est découverte, Isabelle ne parle pas. Elle émet des sons gutturaux, se comporte de manière étrange en société, et semble insensible à certaines stimulations verbales. Les médecins notent cependant qu'elle entend parfaitement bien, ce qui signifie que son mutisme est dû à une absence totale d'apprentissage du langage. Elle est rapidement placée dans un institut spécialisé, où elle fait l'objet d'un suivi intensif par une équipe de psychologues. Contrairement à Anna, Isabelle montre une récupération rapide une fois exposée à un environnement stimulant. En quelques mois, elle apprend à parler, à lire, à former des phrases. Au bout d'1 an et demi, son niveau de langage atteint celui d'un enfant de son âge. Elle commence même à rattraper son retard scolaire. Ce cas est souvent cité dans les études de psychologie du développement comme exemple d'intervention réussie après une privation sociale prolongée. Plusieurs facteurs sont évoqués pour expliquer cette réussite. Isabelle avait encore moins de 6 ans au moment de sa prise en charge, donc probablement encore dans la période critique d'apprentissage du langage. Elle n'était pas totalement seule, même si sa mère ne parlait pas, elle représentait une forme de présence humaine constante. Elle ne souffrait d'aucun trouble physique ou neurologique identifiable. Le cas d'Isabelle montre que les conséquences de l'isolement dépendent fortement de l'âge, de la durée de la privation et de la nature du contact, même limité, avec d'autres êtres humains. Contrairement à d'autres enfants isolés, Isabelle a pu retrouver une trajectoire de développement relativement normale, bien que les détails de sa vie adulte ne soient pas connus publiquement. En
En 2002, dans la ville de Myrny, dans le sud de l'Ukraine, un garçon de 4 ans est retrouvé dans un appartement en ruine, partagé avec plusieurs chiens errants. L'enfant s'appelle Edik, et les services sociaux le découvrent dans un état de négligence extrême. Sa mère, alcoolique et sans ressources, l'a pratiquement laissé livrer à lui-même. Elle ne le nourrissait que de manière irrégulière et passait de longues périodes à l'extérieur. Pour survivre, Edik s'est rapproché des chiens vivant dans l'appartement, une meute semi-domestiquée qui semblait plus attentive à lui que les adultes. Lorsqu'il est secouru, Edik ne parle pas. Il aboie, grogne, saute à 4 pattes, et se nourrit directement dans les gamelles posées au sol. Il dort avec les chiens, les suit partout, et semble plus réactif à leurs signaux qu'à ceux des humains. Selon les rapports des services sociaux, il était complètement intégré au groupe canin, sans la moindre structure de vie humaine autour de lui. Physiquement, il est maigre, mais ne présente pas de blessures graves. Il a des réflexes intacts, sait éviter les dangers, et est capable de se débrouiller seul dans l'espace. Il est également très protecteur envers les chiens, refusant d'être séparé d'eux au moment de sa prise en charge. Edik est ensuite placé dans un centre pour enfants abandonnés. Les soignants décrivent un garçon méfiant, désorienté, mais sans handicap intellectuel majeur. Il commence à apprendre à marcher debout, à utiliser des couverts, et à répondre à son nom. Le langage reste un obstacle. Il communique par cris et gestes, comme s'il ne comprenait pas la parole humaine. Les premiers mots intelligibles n'apparaissent qu'après plusieurs mois. Ce cas a été relayé par des chaînes de télévision européennes dans le cadre de documentaires sur les enfants dits sauvages ou animalisés. Il est souvent mentionné comme un exemple moderne de privation sociale, survenue non pas dans la nature, mais au sein d'un espace urbain, au cœur même d'un logement humain. Contrairement à d'autres enfants trouvés dans des forêts ou des régions reculées, Edik n'a jamais quitté la ville. Son isolement était psychologique, émotionnel, social, pas géographique. Il a grandi dans un espace habité, mais vidé de toute interaction humaine. On sait peu de choses sur son évolution à long terme. Certaines sources indiquent qu'il aurait été transféré dans une école spécialisée, mais aucun suivi public n'a été publié sur sa trajectoire adulte. Ivan Michukov est l'un des rares cas d'enfants sauvages contemporains pour lequel l'histoire est clairement vérifiée, documentée et confirmée par des témoins. Il ne s'agit pas ici d'un enfant abandonné dans la forêt, mais d'un petit garçon fuyant un environnement domestique violent, qui a volontairement trouvé refuge dans la rue. Ivan est né en 1992 en Russie. À l'âge de 4 ans, il quitte son foyer dans une petite ville près de Moscou. Il déclare plus tard que son beau-père était violent et que la vie à la maison était insupportable. Il choisit de vivre dans la rue plutôt que de rester dans cet environnement. Dans les rues de Moscou, Ivan rencontre une meute de chiens errants. Au lieu d'en avoir peur, il leur offre de la nourriture qu'ils récupèrent dans les poubelles ou en mendiant. Petit à petit, les chiens l'acceptent et une forme de symbiose s'installe. Ils le protègent, le réchauffent pendant les nuits froides et lui permettent d'accéder à des zones où d'autres enfants seraient chassés. Pendant 2 ans, Ivan vit ainsi avec eux. Il se déplace avec la meute, dort avec elle, mange avec elle. Les chiens deviennent sa famille de substitution. Quand la police tente de le capturer, les chiens le défendent et empêchent toute approche. Il faut une opération spéciale pour l'extraire sans blesser les animaux. Il est finalement capturé par les autorités à l'âge de 6 ans. Contrairement à d'autres cas d'enfants ayant vécu dans des conditions extrêmes, Ivan n'a pas perdu l'usage du langage. Il avait appris à parler avant de fuir, et sa période dans la rue, bien que difficile, n'a pas effacé cette compétence. Il retrouve rapidement l'usage de la parole et s'adapte bien à la vie en société. Ivan est ensuite pris en charge par un foyer d'accueil, puis adopté. Il suit une scolarité relativement normale. À l'adolescence, il donne plusieurs interviews, expliquant avec lucidité les raisons qui l'ont poussé à fuir, et le lien unique qu'il avait tissé avec les chiens. Il ne les décrit pas comme des compagnons temporaires, mais comme une meute dans laquelle il occupait une place réelle, probablement celle d'un chef nourrisseur. Aujourd'hui, Ivan Michukov est adulte. Il a effectué son service militaire,
s'est réinséré dans la société, et reste un cas à part, celui d'un enfant qui a choisi la vie avec les chiens, non pas parce qu'il avait été abandonné, mais parce que les humains autour de lui étaient plus dangereux que les animaux. En 2013, dans la ville d'Oulianovsk, au centre de la Russie, les services sociaux interviennent dans un petit appartement après avoir reçu plusieurs signalements de voisins. Ce qu'ils découvrent sur place dépasse de loin ce qu'ils avaient imaginé, une fillette de 3 ans vit seule, dans un logement rempli d'ordures, de débris, et surtout de chiens. L'enfant, nue, crasseuse, marche à 4 pattes, grogne, aboie, et réagit aux humains comme un animal effrayé. Elle s'appelle Madina. Sa mère, alcoolique chronique, vit dans l'appartement mais ne s'occupe pas de l'enfant. Elle laisse les chiens entrer, sortir, dormir sur les meubles, manger sur le sol. L'appartement est sans hygiène, sans meubles adaptés, sans jouets, sans aucune trace d'environnement éducatif. Madina n'a jamais été inscrite à la crèche, ni examinée par un médecin. Elle n'a eu aucun contact social structuré au cours de ses premières années de vie, mis à part celui qu'elle entretenait avec les chiens. Lorsqu'elle est amenée à l'hôpital, les médecins constatent qu'elle ne parle pas, ne répond pas à son prénom, et ne semble pas comprendre le langage humain. Elle se comporte comme un chiot, elle renifle les gens, suit les mouvements des chiens, et adopte des positions accroupies ou à 4 pattes. Son regard est fuyant, elle évite les caresses, mais elle semble affectivement liée aux animaux. Physiquement, Madina ne présente pas de blessures. Elle n'a pas été battue, ni attachée. Elle n'a pas vécu à l'extérieur. Elle a été élevée dans un espace fermé, urbain, au cœur de la société, mais sans lien humain réel. Les chiens ont formé son univers, son modèle de comportement, et probablement sa seule source de sécurité. Les psychologues qui l'ont examinée estiment qu'elle a intériorisé les codes du groupe animal avec lequel elle a grandi. Elle imite leur comportement, cherche leur présence, et adopte leur rythme. Elle grogne quand elle est frustrée, hurle quand elle est contrariée, et semble réagir au ton plus qu'aux mots. Son langage oral est inexistant. Placée dans une institution spécialisée, Madina commence une lente rééducation. Les éducateurs notent qu'elle n'est pas déficiente intellectuelle. Elle apprend progressivement à reconnaître des objets, à manger avec des couverts, à porter des vêtements, à identifier les émotions des adultes. Mais la parole tarde à venir. Elle reste longtemps silencieuse, et ne communique que par gestes ou mimiques. Son cas a été médiatisé brièvement en Russie. Il n'a pas suscité de controverse sur sa véracité, car il a été constaté par des agents de protection de l'enfance et documenté par des professionnels de santé. Il ne s'agit pas d'un mythe ou d'une histoire exagérée, Madina est une fillette qui a réellement grandi dans un appartement, au milieu des chiens, sans langage humain, sans contact social, et sans cadre éducatif. En 2008, les services sociaux de Volgograd, en Russie, sont appelés à intervenir dans un petit appartement où une mère vit seule avec son fils de 7 ans. L'enfant s'appelle Prava. Ce qu'il découvre sur place n'est pas le résultat d'un abandon, mais d'un enfermement total et d'une forme de négligence extrême, presque invisible à l'extérieur. Prava n'a jamais été autorisé à sortir de l'appartement. Il n'a jamais été scolarisé, ni suivi par un médecin. Il n'a eu aucun contact avec des enfants ou des adultes en dehors de sa mère. Mais le plus étrange est ce que les autorités constatent en entrant dans le logement, l'appartement est rempli d'oiseaux en cage, en liberté, partout dans les pièces. Et l'enfant, manifestement, a été élevé au milieu d'eux, presque comme un des leurs. Prava ne parle pas. Il ne comprend pas le langage verbal. Il ne communique qu'avec des sifflements, des gazouillis et des gestes rapides. Il agite les bras, émet des sons aigus, répond aux oiseaux par des appels. Il ne regarde pas les gens dans les yeux, ne semble pas réagir aux mots, mais réagit aux sons, aux tonalités et aux mouvements brusques. Les travailleurs sociaux rapportent qu'il ne présentait aucune trace de violence physique. Il était propre, bien nourri, mais totalement privé de stimulation humaine. Sa mère, selon les autorités, lui parlait très peu, ou pas du tout. Elle lui aurait laissé comme seule forme d'interaction les oiseaux, une centaine environ, qu'elle élevait comme animaux de compagnie dans l'appartement.
Elle affirmait l'aimer, mais ne savait pas comment élever un enfant. Les médecins qui prennent en charge Prava expliquent qu'il n'a pas de handicap neurologique. Il n'est pas autiste, ni atteint de déficience mentale, mais son développement a été sévèrement bloqué par l'absence d'interaction humaine. Il ne possède aucun langage structuré. Il a appris à interagir en imitant les oiseaux, à force de solitude. Dans les premiers mois de prise en charge, Prava ne parle pas, mais il commence à réagir à certaines voix, à différencier les tons, à identifier quelques objets. Il ne montre aucune agressivité, mais a des gestes saccadés, imprévisibles. Il dort au sol ou sur une chaise, recroquevillé. Il semble plus attentif aux cages d'oiseaux que aux adultes qui l'entourent. Son cas est pris très au sérieux en Russie. Il est relayé dans la presse comme un exemple frappant d'enfermement psychologique dans un environnement pourtant vivant, mais inadapté. Les oiseaux ont représenté pour Prava une forme de présence constante, mais incapable de lui transmettre les bases du langage, de l'affection humaine ou de la pensée symbolique. Prava a été retiré à sa mère et placé dans un centre pour enfants victimes de négligence grave. L'évolution de son état après sa prise en charge n'est pas connue en détail. Aucun suivi public n'a été publié. Ce cas est souvent désigné comme celui de l'enfant oiseau, non pas parce qu'il a été élevé par des animaux sauvages, mais parce qu'il a appris à se comporter comme eux en l'absence totale d'alternatives humaines. En février 1972, des villageois de Muzafirkhana, dans l'état de l'Uttar Pradesh, en Inde, signalent à la police locale la présence d'un enfant qui aurait été aperçu vivant avec une meute de loups dans la forêt voisine. Les autorités organisent une opération pour capturer l'enfant et parviennent à le sortir de la tanière sans rencontrer d'agressivité particulière, ni de la part des loups, ni de l'enfant lui-même. Il s'appelle Chandéo, un nom qui lui sera donné après sa découverte. On estime qu'il avait environ 4 ans, mais il ne pouvait pas parler et ne réagissait à aucun mot. Il avait la peau sombre, les ongles longs et sales, les cheveux emmêlés, et les dents usées de façon inhabituelle. Son comportement évoquait celui d'un animal sauvage, il marchait à 4 pattes, flairait la nourriture, grognait et tentait de se cacher sous les meubles ou dans des coins sombres lorsqu'il se sentait observé. Il avait une préférence nette pour la viande crue, qu'il dévorait avec les dents, refusant souvent les aliments cuits ou préparés. Il ne dormait que recroquevillé au sol, les yeux à demi ouverts, comme s'il restait constamment sur ses gardes. Lorsqu'on l'approchait trop brusquement, il émettait des grognements ou montrait les dents, non pas par violence, mais par réflexe. Chandéo a été transféré dans un centre de soins, puis pris en charge par les sœurs missionnaires de la Charité, à Lucknow. Les religieuses, connues pour leur travail avec les enfants abandonnés ou marginalisés, tentent de l'aider à s'intégrer. Il montre peu d'intérêt pour les jouets, mais observe les animaux avec intensité, et semble se sentir plus à l'aise en leur présence. Pendant plusieurs années, les tentatives de lui apprendre à parler échouent. Il reste totalement muet. En revanche, il apprend à utiliser quelques gestes, à reconnaître des routines simples, à s'alimenter de manière plus variée, et à s'habiller avec aide. Il ne parle jamais, mais développe une forme de communication non verbale qui lui permet de vivre paisiblement dans l'environnement structuré du foyer. Son comportement reste marqué par ses premières années, il reste très silencieux, évite les foules, préfère les recoins sombres, et se déplace souvent accroupi lorsqu'il est stressé. Il ne cherche pas activement la compagnie humaine, mais accepte le contact avec certaines personnes de confiance. Chandéo est resté toute sa vie dans le foyer religieux. Il est décédé en 1985, sans avoir jamais parlé. Son histoire a été documentée par des médecins et des éducateurs spécialisés, bien qu'elle ait peu attiré l'attention des médias internationaux à l'époque. Il ne s'agit pas d'un cas légendaire, ni d'une fable. Il a été observé, documenté, et traité dans le cadre d'une intervention humanitaire classique. Parmi les récits d'enfants sauvages, celui de la fille loup occupe une place à part. Il ne s'agit pas d'un cas médicalement documenté ni d'un fait observé directement par des professionnels, mais d'une histoire transmise oralement, puis relayée dans des journaux locaux au fil des décennies. On parle ici d'un récit du milieu du XIXe siècle, au Texas, dans une zone alors peu peuplée,
proche de la frontière mexicaine. Selon la version la plus fréquemment rapportée, l'événement se déroule en 1845 ou 1846. Des chasseurs ou des soldats texans auraient repéré, non loin de Devil's River, une meute de loups poursuivant un cerf. Ce qui les surprend, c'est qu'au milieu de la meute court une jeune fille nue, aux cheveux longs, courant à quatre pattes, aussi rapide que les bêtes. Intrigués, ils essaient de la capturer. La fille s'enfuit avec les loups. Quelques jours plus tard, les mêmes hommes la repèrent près d'une grotte. Ils affirment l'avoir vue tenant un louveteau dans ses bras, grognant et montrant les dents à quiconque tentait de s'approcher. Après plusieurs tentatives, ils réussissent à l'encercler et à la capturer. Ligotée et emmenée dans un ranch, elle aurait passé la nuit enfermée. Au matin, selon le récit, elle aurait poussé un hurlement strident, auquel une meute de loups aurait répondu dans le lointain. Cette même nuit, les loups auraient attaqué le ranch, et dans la confusion, la fille se serait échappée. Elle n'aurait jamais été revue. Le récit a été publié pour la première fois de façon écrite près de 40 ans après les faits présumés, par un auteur local, J. Frank Dobie, dans une collection de légendes de l'Ouest. Depuis, l'histoire a été reprise dans divers ouvrages sur les enfants sauvages et les phénomènes étranges, souvent sans source précise. Aucune trace médicale, aucune photo, aucun document officiel n'atteste de la véracité de cette histoire. Aucun nom n'est donné à la fille, et aucun témoin identifié n'a laissé de témoignage signé. Pour cette raison, la grande majorité des historiens et anthropologues considèrent qu'il s'agit probablement d'une légende locale, née de l'imaginaire populaire, peut-être inspirée par des observations confuses ou par une rencontre avec une enfant marginalisée ou atteinte de troubles mentaux. Certains éléments, comme le comportement attribué à la fille, sa vitesse, sa communication avec les loups, et l'attaque du ranch, ressemblent davantage à une construction narrative qu'à un fait brut. C'est un récit typique de la frontière américaine du XIXe siècle, mélange de peur du sauvage, de fascination pour la nature, et de croyances populaires autour des animaux. Malgré tout, la fille de Devil's River continue à figurer dans de nombreuses listes d'enfants sauvages. Elle représente moins un cas clinique qu'un mythe fondateur, une manière pour une société de s'interroger sur les limites de l'humanité, sur l'animalité, et sur ce que devient un enfant sans culture, sans langage, sans cadre social. Suji Kumar est né en 1976 sur l'île principale des Fidji. Dès les premières années de sa vie, il est abandonné socialement, non pas dans la nature, mais au sein même de sa communauté. Son cas est particulier, il ne s'agit pas d'un enfant perdu dans la jungle ou recueilli par des animaux sauvages, mais d'un enfant enfermé dès l'enfance dans un poulailler, sans soins, sans éducation et sans interaction humaine. Selon les témoignages recueillis plus tard, ses parents n'avaient pas les capacités ou la volonté de s'occuper de lui. Son père se suicide, sa mère est internée, et Suji est confié à ses grands-parents. Ceux-ci, incapables de gérer son comportement agité, décident de l'enfermer littéralement dans un enclos à poules, à l'arrière de la maison. Il y reste pendant des années, sans contact humain, marchant à demi courbé, dormant au sol, vivant au rythme des volailles. Il apprend à picorer sa nourriture, à émettre des sons gutturaux proches des gloussements ou des cris de poules, et à réagir uniquement par réflexe à des menaces ou des stimulations sonores. Il ne parle pas. Il ne comprend pas le langage. Il ne manifeste aucun comportement social humain. Lorsqu'il est enfin découvert par les autorités à l'adolescence, il a passé environ 8 ans dans ces conditions, dans un isolement presque total, à l'exception des volailles avec lesquelles il partageait l'espace. Il est ensuite placé dans un hôpital psychiatrique, non pas pour être soigné, mais pour être contenu. Il y reste plus de 20 ans, attaché à un lit ou enfermé dans une pièce, sans soins adaptés, souvent dans des conditions dégradantes. Son histoire aurait pu s'arrêter là. Mais à la fin des années 1990, une femme nommée Elizabeth Clayton, fondatrice d'une organisation caritative locale, entend parler de son cas. Choquée par son état, elle décide de le prendre sous sa responsabilité. Elle le retire de l'hôpital et entame une réhabilitation longue et difficile. Suji ne parle toujours pas. Il communique par gestes simples, dessins, grimaces. Il est capable d'apprendre quelques signes,
de reconnaître certaines personnes et d'exprimer des besoins de base. Il vit aujourd'hui dans une maison spécialement aménagée pour lui, sous la supervision de la Fondation Clayton. Il aime écouter de la musique, regarder les mouvements des oiseaux et participer à des activités simples. Le cas de Suji Kumar est l'un des plus tristement révélateurs de ce qu'est un isolement imposé par les humains eux-mêmes. Il n'a pas été élevé par des animaux au sens romantique ou symbolique. Il a été traité comme un animal, placé parmi eux, puis oublié. Son histoire a été relayée dans plusieurs reportages, conférences et ouvrages sur les droits de l'enfant et les conséquences extrêmes de la négligence. Contrairement à certains enfants sauvages dont on ne sait presque rien, Suji est toujours vivant, et son existence continue de rappeler qu'un enfant peut survivre sans contact humain, mais à quel prix? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.